Notre agriculture peut-elle se passer de pesticides? Bonjour, je suis Salomé Robles, journaliste environnement-climat pour BFM TV et bienvenue dans la question météo-climat. Colère agricole, maladies bovines, accord UE-Mercosur, ces derniers temps, on a beaucoup parlé des problématiques qui touchent les agriculteurs. Du moins, on en a plus parlé que d'ordinaire. Et le sujet est également revenu sur la table avec la fameuse loi Duplon, qui vise notamment à réintroduire l'acétamipride, un pesticide interdit en France depuis 2018. Alors, du latin cide pour tuer et de l'anglais peste pour nuisible, le mot pesticide désigne des produits chimiques capables de tuer certains organismes indésirables. Alors, on distingue les herbicides pour les mauvaises herbes, les insecticides pour tuer les insectes et les fongicides pour lutter contre les champignons. Alors, premier problème, ces pesticides y participent à l'affaiblissement des écosystèmes et de la biodiversité, ce qui contribue ensuite à l'aggravation du changement climatique. Par exemple, en seulement 30 ans, les populations d'oiseaux des milieux agricoles ont chuté de près de 30%. Deuxième problème, on le sait, les pesticides sont délétères pour notre santé. Ils favorisent le développement de certains cancers, de problèmes neurologiques, d'handicap à la naissance, etc., etc. Et les agriculteurs sont d'ailleurs les premiers exposés. Pourtant, il y en a bien qui produisent en bio, c'est-à-dire sans produits chimiques de synthèse. Alors, s'ils y arrivent, on peut se poser la question, pourquoi ils ne le font simplement pas tous? Ou du moins, est-ce que nos filières agricoles sont en mesure d'à minima baisser leurs usages de pesticides et surtout, comment? Alors que s'ouvre ce samedi le Salon de l'agriculture à Paris, c'est toutes ces questions qu'on va vous poser. Guy Richard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'INRAE, donc c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, même si vous vous exprimez aujourd'hui à titre personnel. Alors, première question pour vous. Forcément, on imagine que ça dépend du type de culture, mais comment peut faire un agriculteur qui veut limiter les pesticides? Qu'est-ce qu'il doit mettre en place s'il veut éviter les maladies, les champignons, etc. Merci, c'est une très bonne question et difficile parce que notre premier problème, c'est que ces pesticides ces pesticides chimiques de synthèse, pardon, c'est quand même ceux-là auxquels on s'intéresse, sont très très efficaces et ils sont relativement faciles d'emploi et relativement peu coûteux. Bon, il faut faire attention avec cette notion-là. Et donc, si vous voulez, pour les remplacer, on peut s'imaginer les substituer par d'autres molécules, mais c'est très très difficile, voire impossible. Et donc, il va falloir combiner plusieurs solutions. Vous voyez ? Et alors, la première, c'est d'agir quelque part naturellement sur le cycle de ces mauvaises herbes, de ces insectes et de ces champignons. Il va falloir chercher à interrompre ce cycle. Et ça passe tout d'abord par le choix des cultures. En agriculture biologique, on porte une très grande attention au choix des cultures et à leur organisation à la fois dans le temps, c'est ce qu'on appelle les rotations, et dans l'espace, l'organisation des paysages. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, en viticulture, il est très très difficile de réduire l'usage des pesticides parce qu'on a des paysages vraiment avec une seule culture, la vigne. C'est ça, on a des grandes parcelles avec une seule culture. Et donc même en viticulture bio, en fait, on utilise des pesticides chimiques mais naturels et non pas de synthèse. Donc, premier point, s'intéresser au cycle de ces bioagresseurs. Deuxième point, favoriser au maximum leurs ennemis naturels. Chacun de ces organismes a des ennemis naturels, des oiseaux, des insectes, etc. Et donc, pour les favoriser, il va vraiment falloir, si vous voulez, s'intéresser à la structure du parcellaire. Okay. Tout d'abord, des parcelles de relativement petite taille. Dès qu'on a des grandes étendues, bien sûr, c'est très, très peu favorable. Et ensuite, favoriser au maximum ce qu'on appelle les éléments semi-naturels, les haies, les mares, les zones humides, les bosquets. Vous voyez ? Ça, c'est très, très important. On estime qu'il faut environ occuper 20% de la surface pour favoriser la biodiversité et cette régulation naturelle sans aucun apport de pesticides contre toutes ces maladies, insectes et ravageurs. Donc ça veut dire que dans ces mares, dans ces haies, il y a des oiseaux, des chauves-souris, des coccinelles qui vont, par exemple, manger les pucerons. Exactement. Des carabes qui mangent les graines de mauvaises herbes, des oiseaux qui vont manger les larves d'insectes, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que d'apporter un insecticide dans l'enrobage d'une semence, comme on fait pour les néonicotinoïdes que vous avez évoqués tout à l'heure. Le deuxième aspect, c'est de renforcer les résistances de la plante. Vous voyez, essayer qu'elle soit moins sensible. Alors ça passe d'abord par la génétique, c'est toute la question de l'amélioration variétale. Mais si vous voulez, de plus en plus, on s'aperçoit que la plante n'est pas isolée, elle vit quelque part en communauté avec d'autres organismes vivants, des micro-organismes, des microbes, des champignons, etc., des insectes, des araignées.
Et en fait, on peut essayer, si vous voulez, et c'est vraiment aujourd'hui des recherches très très importantes, très très innovantes, de favoriser, de renforcer le fonctionnement de la plante avec tout son cortège d'organismes pour lutter contre toutes les agressions auxquelles elle fait face. Ça, c'est très très important. Et on s'aperçoit que ce qu'on appelle des stimulateurs de la défense des plantes, voilà, pourraient jouer à la fois autant sur la plante que sur tous les organismes qui lui sont associés. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième, oui, on a beaucoup de solutions en fait, mais il faut les combiner, c'est ça la difficulté. Le troisième aspect, c'est quand même essayer de substituer ces molécules chimiques de synthèse, tout d'abord par des molécules chimiques naturelles, typiquement toutes les solutions au cuivre pour lutter contre le mildiou. On peut également introduire les ennemis naturels, des insectes, des parasitoïdes, etc. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Pour les insectes, on peut introduire des molécules odorantes qui détournent les insectes de leur cible. Ça, c'est très intéressant, c'est très innovant aussi aujourd'hui. Et puis, il reste, notamment pour les mauvaises herbes, ce qu'on appelle la binette, soit le désherbage mécanique avec des tracteurs, etc., soit dans nos jardins, la binette. Mais vous voyez bien qu'on a un problème de coût et de temps de travail directement associés. Et enfin, si on doit vraiment utiliser des pesticides chimiques de synthèse dans des cas où on ne peut vraiment pas s'en passer, mais ça reste vraiment identifié, confère ce qui se passe dans l'agriculture biologique. Alors à ce moment-là, on peut utiliser aujourd'hui ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. C'est l'agriculture de précision, c'est la bonne dose au bon moment et au bon endroit, d'accord ? Et de plus en plus, on peut utiliser des robots. Par exemple, il y a des robots qui peuvent retenir l'ensemble des positions des graines semées dans un champ et ensuite désherber toutes les herbes qui ne sont pas localisées à l'emplacement où on a semé ces graines. Donc c'est quand même des modalités très intéressantes et très innovantes. L'idée, c'est d'être plus efficace et éviter de dépendre d'un coup partout et de cibler. Voilà, de cibler, mais plus efficace. On a beaucoup de difficultés. Confère les rendements d'agriculture biologique. Il faut rappeler qu'en agriculture biologique, selon les cultures, les rendements peuvent être 20 à 50% plus faibles qu'aujourd'hui ceux en agriculture conventionnelle. Donc c'est un véritable défi que l'on a devant nous. Et justement, vous parlez de ces rendements, maintenant que vous nous avez exposé ces combinaisons de solutions qu'il faut mettre en place. Il y a une question qui se pose, c'est comment on fait pour le mettre en place et comment on fait pour que justement ça soit rentable aussi pour les agriculteurs. Alors déjà, je dirais qu'on a l'obligation du changement aujourd'hui. Vous voyez, on a une tendance à vouloir conserver le système actuel, mais moi je dirais qu'on a l'obligation du changement pour deux raisons. La première, c'est le changement climatique qui renouvelle complètement quels sont les insectes qui arrivent, quelles sont les maladies, etc. Donc il faut absolument faire face à ça. Et deuxièmement, c'est que même si on continue la lutte chimique, on a de moins en moins de molécules que l'on peut utiliser. Et à partir du moment où on a peu de molécules, on a ce qu'on appelle des risques de résistance et de contournement. Et donc, on n'a pas le choix. Il faut absolument réduire ces pesticides chimiques de synthèse. Les bioagresseurs, ils deviennent plus résistants, ils s'habituent à ces pesticides de synthèse. Voilà. Si on matraque avec une seule molécule, ils vont s'adapter. D'accord ? Alors, donc, il faut agir à 3 niveaux. L'agriculteur, la filière et le niveau national européen. L'agriculteur, aujourd'hui, il est très peu incité à réduire ses pesticides, sauf s'il pratique l'agriculture biologique. D'accord ? Il y a très peu de labels où il a une rémunération supérieure. C'est-à-dire or lui, voilà, vous voyez bien, il prend un énorme risque aujourd'hui. Et ce risque est plus élevé sans pesticides chimiques de synthèse. Donc pour l'aider, et on montre que c'est efficace, on peut mettre en place ce qu'on appelle une assurance, des mécanismes assurantiels. On s'assure aujourd'hui contre les risques climatiques. On peut s'assurer contre les risques biologiques. Et ça, c'est très important. C'est au niveau de l'agriculteur. Première chose. Deuxième chose, au niveau de la filière. Aujourd'hui, on fait porter, si vous voulez, le coût, le risque sur le seul agriculteur. Et donc, ça ne peut pas marcher. Tout repose sur ses épaules. Tout repose sur ses épaules. On le sait, c'est un facteur d'échec du plan éco-phyto. Il faut associer les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs. D'accord ? Il faut que tout le monde participe au coût, mais donc ça va avoir un coût plus élevé, y compris pour le consommateur, ce qui pose des problèmes, bien sûr, pour les gens pauvres. Et il faut aussi que l'agriculteur s'y retrouve, donc un système de label du type de celui de l'agriculture biologique, mais pour d'autres éléments. D'accord ? Ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est au niveau des politiques publiques, qu'elles soient nationales ou européennes. On a vraiment démontré qu'il faut que les
politique agricole, alimentaire et des échanges soit cohérente. C'est très facile à comprendre et ça a été démontré. Vous réduisez ou supprimez l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Bon, en gros, immédiatement, il y a une baisse de production. D'accord ? On est d'accord ? Qu'est-ce que ça engendre ? À la fois une hausse des prix, et ce n'est pas du tout le but de rechercher, mais c'est ce que ça provoque, ou une augmentation des importations. Si on ne change rien d'autre, ça augmente les prix et les importations. Et là, c'est là où les agriculteurs sont vraiment aussi, nous interpellent. C'est-à-dire s'il y a des importations, que ce soit avec des modes de production similaires à ce que l'on leur impose au niveau européen. Oui, ça a été le débat récemment. Sur le Mercosur, par exemple. Si les autres agriculteurs des autres pays n'ont pas les mêmes règles et les mêmes normes que nous, forcément, ça coince. On est en défaveur pour eux. Et donc, on favorise les importations, ce qui n'est pas du tout le but. Donc, vous voyez l'importance d'aligner les politiques alimentaires, agricoles et des échanges. Et enfin, ce que je voudrais ajouter à ce niveau-là aussi, si vous voulez, c'est qu'on parle beaucoup des solutions, des interdictions, etc. Mais je veux dire, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut initier le changement. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par les actes. D'accord ? C'est connu depuis bien longtemps. Il faut absolument commencer. Et donc, c'est pour ça que le slogan « Pas de solution sans interdiction », la science montre que ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est le contraire. C'est pas de solution sans interdiction. C'est à partir du moment où il y a des interdictions qu'on va enclencher, si vous voulez, au maximum le système de recherche, le système d'innovation, et que progressivement, on va mettre en place des solutions que l'on ne connaît pas d'ailleurs précisément au départ. Mais il faut absolument enclencher cela. Il y a besoin forcément de recherche pour trouver les solutions les plus efficaces. C'est ça. Mais si vous voulez, il y a un moment où, sans avoir la solution finalisée, il faut amorcer le changement. Et c'est pour ça que le mécanisme assurantiel pour les agriculteurs, il est essentiel pour les accompagner, pour compenser ce risque qu'ils vont prendre. Et justement, vous avez dit qu'il faut associer tout le monde dans ce changement de paradigme de nos modes de production. Vous avez parlé des consommateurs. Est-ce que se passer de pesticides, ou du moins les limiter, ça implique des changements dans notre manière de nous alimenter ? Oui, ils sont essentiels et indispensables. Votre question, elle rejoint celle qui est classique, à savoir, est-ce que l'agriculture biologique peut nourrir le monde ? La réponse est oui, sous réserve, notamment dans les pays occidentaux, qu'on change nos régimes alimentaires qui ont cette caractéristique d'être très riches, et très riches en produits animaux. Or, on sait que, si vous voulez, produire des aliments d'origine animale, entre guillemets, coûte plus de surface que de produire des aliments d'origine végétale. Parce qu'on produit ce qu'on va donner à nourrir pour les animaux, d'accord ? Donc, bon, voilà, il y a des... Voilà, les calculs sont assez compliqués à faire, mais voilà. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on réduit la part de produits animaux dans nos régimes alimentaires occidentaux, notamment, on se donne des marges de manœuvre pour cultiver autrement les productions végétales et notamment supporter des baisses de rendement. Vous voyez, c'est ça, quelque part, que permettrait le changement de nos régimes alimentaires. D'accord ? Mais tout en préservant les surfaces en prairies et les ruminants. Parce que, comme je l'ai dit, dans les paysages, ces prairies occupent une place essentielle en termes de biodiversité. Et pour terminer, je dirais qu'il ne faut pas non plus oublier le gaspillage lié à notre alimentation. Voilà. On sait que c'est environ 20% de notre production qui est aujourd'hui gaspillée. C'est quand même dommage. 20%, c'est exactement, entre guillemets, le pourcentage de la surface qu'il faudrait consacrer à des éléments semi-naturels pour favoriser la biodiversité. Il me semble que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et forcément aussi, quand on dit que, par exemple, il faut diversifier les cultures pour se passer des pesticides, etc., les agriculteurs, leur choix, ils dépendent aussi des débouchés. Parce que, des fois, on leur dit qu'il faut mettre des légumineuses parce que ça protège des pucerons. Mais il faut que derrière, quelqu'un les achète, ces légumineuses. Mais ça, c'est un énorme frein à la diversification des cultures, qui est pourtant vraiment le facteur essentiel pour réduire les pesticides. C'est le fait que souvent les cultures qu'on appelle de diversification sont moins rémunératrices aujourd'hui que les cultures conventionnelles. Donc forcément, il y a des choses à changer. Et comme vous l'avez bien rappelé, il faut des recherches pour tout ça. Et c'est aussi le travail de l'INRAE quand on parle d'espèces résistantes, de biocontrôle, de différentes cultures associées, etc. Ça nécessite de trouver les solutions les plus efficaces à mettre en place. Parce qu'on l'a bien compris avec tout ce que vous nous avez expliqué, il ne s'agit pas de remplacer un à un les pesticides chimiques par
une solution alternative, mais de globalement changer un petit peu la logique d'ensemble de nos modes de production. Donc je pense que vous nous avez bien éclairé sur ce point, Guy Richard. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre invitation. Et merci à vous d'avoir écouté ou regardé la question Météo-Climat, le podcast pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le temps qu'il fait et qu'il fera. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt!